Posons-nous la question. Franchement, est-ce le moment? Est-ce vraiment en procédant ainsi que nous contribuerons à apaiser le climat? Est-ce vraiment en procédant ainsi que nous assurerons la continuité du service public des transports dans cette passe olympique délicate, dans ce contexte de carence en conducteurs, de saturation des réseaux, d'état du matériel roulant de nos transports publics, alors que ceux-ci aspirent aux conditions de leur nécessaire essor? Pouvons-nous engager de telles restrictions d'un droit fondamental, renverser ainsi les conditions d'encadrement légal du rapport de force des conflits sociaux, le faire de cette façon expéditive, dans l'impromptu parlementaire, dans la fragilité juridique et constitutionnelle, sans avis du Conseil d'État, avec une concertation des syndicats en 55 minutes d'audition en visio, sans analyse précise de faisabilité opérationnelle, sans étude d'impact au regard des résultats visés? À ces questions, si nous étions raisonnables, il faudrait aujourd'hui répondre non. Je dis il faudrait, car c'est sans doute pas le scénario que choisira la majorité de notre hémicycle cet après-midi. Vous venez de refuser de renoncer à ce texte en déniant son irrecevabilité constitutionnelle, pourtant assez évident. Eh bien, même si ce sera sans doute vain, souffrez quand même, avant de malmener en 7 articles le droit des salariés à défendre leurs conditions de travail et la qualité du service public, souffrez qu'avec cette question préalable, vous entendiez, chers collègues, combien ce sera inconsidéré, inopportun, inopérant, voire, et ça vous devriez quand même l'entendre, carrément contre-productif. Monsieur le rapporteur, cher Philippe Tabarot, selon vous, vous l'avez signifié crûment à votre façon en commission, l'opposition à ce texte ne mérite pas tant de considération puisque ce serait juste de l'idéologie prenant le dessus, une posture qui ferait perdre tout bon sens. Mais alors, voyons ce que vous avez fait, vous, monsieur le rapporteur, et la commission vous a suivi, de l'article 1 de la proposition d'origine, en divisant carrément par 2 cette proposition de loi, de 60 à 30 jours, de 15 à 7 jours d'affilée, en passant de sanctions pénales lourdes à des sanctions disciplinaires. Vous révélez combien le texte correspond bien peu à son titre, concilier la continuité du service public de transport avec l'exercice du droit de grève. N'y a-t-il pas là, d'une certaine façon, comme un aveu du caractère un peu épidermique, déséquilibré, à l'emporte-pièce de ce texte de réaction, marqué avant tout par une volonté d'affichage face à l'opinion telle que vous l'apercevez, votre fameuse majorité silencieuse, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez ramené tout cela à l'équilibre, au juste milieu? Ben non, parce que vous aurez beau réduire ce qui est anticonstitutionnel, vous n'en changerez pas la nature. L'euphémisme n'abuse personne, la suspension, c'est tout bonnement une interdiction, que cela soit pendant 60 ou 30 jours, pendant 15 ou 7 jours d'affilée, il s'agit bien de supprimer un droit essentiel, un droit constitutionnel pendant des temps donnés, et justement, pendant des temps où l'exercice de ce droit a un fort impact. Il s'agit d'une certaine façon d'opérer une sorte de réquisition générale des personnels sur ces périodes, et ce, alors que toute la jurisprudence constitutionnelle sur les besoins essentiels du pays n'a jamais considéré que les services de transport en faisaient partie. Qu'on s'entende bien, nos transports collectifs ont une importance majeure du point de vue social, économique, climatique. Leur qualité et leur essor nécessitent qu'il soit assuré les conditions d'un dialogue social performant et fluide et non pas d'un monologue dans le vide. Là, vous avez raison. Et je ne crois pas que ce soit par l'amputation du droit de grève et de la liberté d'action syndicale qu'on y contribuera. Le texte issu de la commission ne s'est pas borné à cette adaptation du texte de notre collègue Marseille des périodes et des durées d'interdiction. Il a rajouté la reprise telle quelle
de toute une série de revendications des employeurs qui visent à amoindrir, à décourager, à compliquer l'action collective des salariés. Et pour cela, on a quand même un peu monté en épingle des abus et des dérives, certes réelles, mais quand même un peu caricaturées. Alors, tout y passe. On a les préavis longs, l'échéance des déclarations d'intention, celle des rétractations, les grèves courtes. Bah oui, il y a quand même un peu caricature quand on évoque des préavis dormants jusqu'en 2045. Alors ça s'est réduit à 2040 aujourd'hui. On nous dit que nombre de ces préavis auraient plus de 10 ans d'âge. Je crois qu'il serait souhaitable là-dessus, plutôt que chacun lance ses chiffres, de dresser un diagnostic reconnu et par les employeurs et par les syndicats représentatifs. Oui, la grève est action collective. Elle ne peut pas être la convenance pour motif personnel d'individus isolés couverts par un quelconque vieux préavis. Faut-il pour autant remettre en cause exclusivement pour les transports collectifs terrestres le régime de préavis qui résulte quand même d'un texte de 1963 sur les conflits sociaux pour tout le secteur public? On pourrait pour le moins faire preuve de circonspection en la matière. En proposant de passer de 48 à 72 heures pour la déclaration d'intention et de 24 à 48 heures pour la renonciation éventuelle, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer? L'information préalable des usagers? La réorganisation du service en fonction des non-grévistes? Ou plus simplement, les détournements de la loi qui consistent à utiliser ce laps de temps pour mener des pressions systématiques sur chacun des grévistes pressentis? L'interdiction des grèves courtes. L'obligation de n'exercer ce droit qu'à la prise de service et jusqu'au terme de celui-ci serait quand même une restriction d'importance. Le texte dit qu'il y aurait appréciation pour cela du risque, je cite, de désordre manifeste à l'exécution du service public. Cette appréciation n'aurait rien d'évident ni de manifeste. La direction de la RATP nous l'a d'ailleurs dit elle-même. Je cite, « Les grèves par tranche de 59 minutes se voient très peu sur l'offre de service. Ce qui leur pose par contre problème avec ces grèves, c'est que la baisse de salaire qui en résulte pour le gréviste ne couvre pas la baisse de travail effectif parce que bien sûr, le service ne s'effectue pas par tranche de 59 minutes. C'est un problème, certes, mais ce n'est pas pour autant un désordre manifeste à l'exécution du service public. Enfin, il y a l'article 9. Et là, c'est carrément un palier très élevé qui serait franchi. Même ce que les employeurs ne demandent pas, vous le rajoutez aussi, en reprenant la proposition de loi Retailleau de 2020 pour que toute l'année, la réquisition des personnels soit désormais la façon d'assurer, quand c'est besoin, un service garanti fixé par chaque autorité organisatrice de mobilité. Si on voulait bien surcharger la barque, on n'aurait pas fait mieux. Alors, idéologie ou équilibre, pragmatisme ou affichage, avouez quand même qu'on peut vous retourner la question. Alors, cette question préalable sera sans doute vaine, mais cette proposition de loi, elle, sera-t-elle féconde pour autant? Ses carences juridiques et opérationnelles, son défaut de concertation préalable, de prise en compte de toutes les parties prenantes, vont peut-être, sans doute, compromettre la suite de son parcours parlementaire. Je crois que dans ce champ des conflits sociaux, l'intérêt général est peut-être plutôt dans la recherche d'un équilibre, dans la volonté de faire mieux fonctionner le régime issu de la loi de 2007, alarme sociale, dialogue pris au sérieux, facilitation de l'exercice de représentation du personnel, valorisation des organisations représentatives, déclaration individuelle d'intention de grève qui ne soit pas utilisée pour faire pression pour en dissuader. Voilà des pistes qui seront autrement plus positives que des interdictions, des réquisitions et des sanctions pénales ou disciplinaires. Pour les usagers, la mise en place du service prévisible sur la base des grévistes annoncés et l'information voyageurs à son sujet a été un réel progrès. Pour les salariés et leurs employeurs, nombre d'avancées sont issues des alarmes sociales et des phases de dialogue qui ont permis de solutionner beaucoup de conflits possibles. Prenons-en la mesure plutôt que de légiférer encore à l'excès. Le cadre de 2007 permet à l'intelligence collective de s'exercer. C'est cela qu'il faut faire bien fonctionner plutôt que de durcir, de contraindre et en définitive d'attiser ce que l'on prétendait apaiser. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste, avec le groupe socialiste, considère qu'il serait mieux d'en rester là. Il suffit d'adopter la présente motion.